Chers élèves, après avoir vu les constitutions internes du globe terrestre et la notion des plaques tectoniques, on va passer au grand 2, à grand 2, formation des chaînes de montagnes. Mais avant cela, on va d'abord voir les déformations tectoniques, liées à la formation des chaînes de montagnes. Formation des chaînes de montagnes. Ces déformations sont de trois types. Déformation souple ou ductile et qui vont donner les plis des déformations cassantes et qui vont donner les failles et enfin les déformations intermédiaires et qui vont donner les flexures, les chevauchements et les charriages. Et on va d'abord commencer par les déformations souples qui vont donner les plis. On va mettre petit 1. Les déformations souples. Et petit a, on va voir les éléments du pli. Donc je vais effacer cette partie. Donc supposons qu'on a un ensemble de couches A, B, C. La couche A, la plus ancienne que la couche B, et la couche B est plus ancienne que la couche C qui est la plus récente. Supposons que ces couches subissent des contraintes tectoniques de compression, des forces de compression. Ils vont être plissés. Et on peut avoir un pli qui a l'allure suivante. Les couches A, B, C, A, B, C. Donc ce pli a des éléments. Par exemple, cette ligne ou cet endroit est appelé charnière du pli. Donc qu'est-ce que la charnière du pli? C'est une ligne ou un lieu qui relie les points de courbure maximale du pli. Donc ces points ont des courbures maximales. La ligne qui les rejoint, qui les relie, constitue ce qu'on appelle la charnière du pli. Donc comme définition, qu'est-ce qu'une charnière du pli? C'est la ligne qui relie les points de courbure maximale d'un pli. Donc cette charnière du pli coïncide avec la charnière de la couche C. De même, la couche B a sa charnière qui va passer sous la couche C. La couche A a une charnière qui va passer sous
la couche B, et ainsi de suite. Chaque couche a une charnière. Supposons qu'une surface ou un plan qui va passer par toutes les charnières des couches du pli. Ce plan, je vais le mettre en vert. Donc on l'appelle plan aux surfaces. Donc qui est en vert, qui va diviser le pli en deux. Donc ce plan, cette surface passe par les charnières des couches du pli. On appelle ce plan ou cette surface le plan axial. Plan axial du pli. Donc qu'est-ce que le plan axial du pli? C'est une surface ou un plan qui va passer par les charnières des couches du pli. Ce plan axial, on a dit qu'il divise le pli en deux moitiés. Chaque moitié, qui correspond à ces couches inclinées, de part et d'autre du plan axial, est appelé flanc. Donc l'ensemble des couches A, B, C correspond au flanc du pli. Au flanc du pli. L'autre flanc, il correspond à la couche A, B et C. Donc chaque pli a deux flancs qui ont des pendages. Par exemple, le pendage de ce flanc dans ce sens, le pendage de l'autre flanc est dans ce sens. Donc les éléments du pli, on a la charnière qui est la ligne qui relie les points de courbure maximale du pli. Le plan axial qui passe par, c'est un plan qui passe par toutes les charnières des couches du pli. Et le flanc qui sont les couches inclinées de part et d'autre du plan axial ou bien de part et d'autre de la charnière. Il reste enfin l'axe du pli. Qu'est-ce qu'un axe du pli? L'axe du pli correspond à l'intersection entre le plan axial du pli et la topographie, c'est-à-dire la surface du pli. Cette intersection peut coïncider avec la charnière. Donc le plan axial se rencontre avec la topographie au niveau de la charnière. On appelle ça axe du pli. Donc ces quatre éléments, vous devez les connaître par définition. Ensuite, on passe à petit p qui correspond au type de pli. Les types des plis. Donc, comment on détermine les plis? Au moins par deux paramètres qui sont la position du plan axial et le pendage des flancs du pli. Donc, par exemple, si on prend un plan axial qui est vertical, le plan axial en vert, donc ce plan axial va faire un angle de 90 avec alpha égale à 90 avec un plan horizontal qui est fictif. Mais il va faire un angle de 0 degré avec un plan vertical. Donc alpha est égal à 0 avec le plan vertical, 90 avec le plan horizontal. Comment seront les couches de ce pli? Elles ont l'allure suivante. La couche A, la couche B, et enfin la couche C. Donc ce pli est dit pli droit. Donc qu'est-ce qu'un pli droit? C'est un pli dont le plan axial fait un angle de 90 degrés avec l'horizontale, ou bien il fait un angle de alpha est égal à 0 nul avec un plan vertical. Si on incline un peu le plan axial du pli, on laisse le plan vertical à sa place et le plan horizontal à sa place, et on va incliner un peu le plan axial. Dans ce cas, l'angle alpha avec l'horizontale est supérieur à 45 degrés. Mais l'angle avec la verticale alpha, elle est inférieure à 45 degrés.
et les couches ont l'allure suivante. On dit que le pli, c'est un pli déjeté. Donc, un pli déjeté, alpha entre le plan axial et la verticale inférieure à 45, avec l'horizon il est supérieur à 45. Le pondage des couches, ou bien du flanc, les flancs n'ont pas le même sens de pondage. La même chose ici. Un troisième type de pli, on va maintenant incliner plus le plan axial. Donc le plan vertical, le plan horizontal et l'inclinaison du plan axial. Dans ce cas, alpha avec l'horizontale, elle est inférieure à 45, mais avec la verticale, alpha est supérieur à 45. Les couches auront l'allure suivante. La couche A, la couche B et la couche C. Dans ce cas, le pondage des deux flancs a le même sens. On dit que le pli, c'est un pli déversé. Et enfin, le pli couché. Dans ce cas, le plan axial du pli est à peu près horizontal. Donc c'est un pli couché. Les couches A, B et C, la couche C, B. On a dit que la couche A était la plus ancienne, C est la plus récente. Ce flanc est dit un flanc inverse. Pourquoi? Parce que la couche C, qui était la plus récente, se trouve au-dessus de la couche B. Ce flanc est dit flanc inverse. Et le pli est un pli couché. Un autre type de pli, c'est le pli en genou. Qu'est-ce qu'un pli en genou? C'est un pli dont un flanc est incliné et l'autre flanc il est vertical. Donc les couches auront l'allure suivante. Les couches A, B et C. Le plan axial. Et c'est un pli en genou. Pli en genou. Donc, qu'est-ce qu'un pli en genou? C'est un pli dont l'un des flancs est vertical, l'autre il est incliné. Donc, on va passer maintenant à petit 2, les déformations cassantes, c'est-à-dire les failles. Donc, je vais effacer cette partie. Donc, petit 2. Petit 1, c'était les déformations souples. Petit 2, les déformations cassantes, c'est-à-dire les failles. Ou bien une déformation cassante tout simplement. Donc, supposons qu'une couche a subi une cassure. S'il y a déplacement
s'il n'y a pas de déplacement des compartiments séparés par la faille, on dit qu'il s'agit d'un diaclase. Ce n'est pas une faille s'il n'y a pas de déplacement relatif des couches. On dit on a une diaclase. Par contre, s'il y a un mouvement relatif des couches, on aura soit cette possibilité, ou bien une autre possibilité. Donc la faille a divisé cette couche en deux compartiments, le compartiment A et le compartiment B. Dans ce cas, le compartiment A a été soulevé. On l'appelle compartiment soulevé. Par contre, le compartiment B a été affaissé ou abaissé. On le note compartiment affaissé. Et le mouvement de la faille se fait dans deux sens contraires. L'inverse ici, le compartiment A, c'est le compartiment affaissé. Et le compartiment B, c'est le compartiment soulevé. Donc, soit pour ce résultat ou celui-ci, on dit que c'est une faille verticale. Donc, qu'est-ce qu'une faille verticale? C'est une faille dont le rejet, c'est-à-dire la distance du mouvement des deux compartiments, qui est ici, entre ce point et ce point, cette distance, on l'appelle rejet de la faille. Le rejet dans le cas d'une faille verticale, c'est un rejet vertical. Rejet vertical. La même chose ici. Le rejet, cette distance. Rejet vertical. Donc, un autre cas de faille, c'est quand la faille n'est pas verticale, elle est oblique. Donc, je vais schématiser cette faille oblique. La même chose, la même couche. Mais cette fois-ci, la faille, elle est oblique. On aura deux possibilités, les compartiments A et B, séparés par la faille, ou bien faillis. On aura soit ce résultat, ou bien l'autre, le plan de la faille, le compartiment A et le compartiment B. La même faille, mais le compartiment A et ici le compartiment B. Donc dans ce cas, le compartiment A, c'est un compartiment affaissé. Donc il s'est déplacé dans ce sens. Par contre, le compartiment B s'est déplacé dans l'autre sens. L'inverse ici, le compartiment A été soulevé par rapport au compartiment B qui a été affaissé ou abaissé. Dans ce cas, on appelle la faille, c'est une faille normale. Par contre, ici, on l'appelle faille inverse. Donc, pourquoi on appelle cette faille normale? Car le compartiment qui se trouve au-dessus du plan de faille, donc ce compartiment A se trouve au-dessus, fort. Par contre, le compartiment B se trouve en dessous, le plan de faille. Donc, si le compartiment qui se trouve au-dessus du plan de faille, on l'appelle toit, le toit. Si ce compartiment suit la loi de la pesanteur par des contraintes distensives, on l'appelle faille normale, car il suit la loi de la pesanteur. Il est descendu, il est abaissé ou affaissé. Par contre, si le même compartiment qui se trouve au-dessus du plan de faille ne suit pas la loi de pesanteur, il va monter. On dit que la faille est inverse. Donc, la faille normale
le compartiment qui se trouve au-dessus du plan de faille il descend, il suit la pesanteur, on dit que la faille est normale. Par contre, si ce compartiment qui se trouve au-dessus du plan de faille ne suit pas la loi de la pesanteur, il va monter. On dit que la faille est inverse. Normalement, si le plan de faille est comme ça, si je mets un ballon ou quelque chose, il va suivre la pesanteur. Donc, c'est le cas normal. C'est le cas de la faille normale. Dans le cas d'une faille oblique, on a un rejet qui est oblique. On prend le même point, ici, on le trouve ici et là. Donc cette distance est appelée rejet oblique. Rejet oblique de la faille. La même chose ici, ce point avec celui-là. C'est un rejet oblique. Ce rejet oblique, sur un repère, on peut le subdiviser en deux rejets par projection sur l'axe des ordonnées et il va nous donner le rejet vertical. Rejet vertical. Et en le projetant sur l'axe horizontal, il va donner un rejet transversal. Rejet transversal. Donc, le rejet oblique. Donc, on peut définir qu'est-ce qu'une faille. Une faille, c'est une déformation cassante avec mouvement relatif des deux compartiments séparés par la faille. La définition d'une faille. Mais on peut définir la faille inverse, par exemple. La faille inverse, c'est une déformation cassante, tectonique cassante, caractérisée par un mouvement relatif de raccourcissement des deux compartiments suite à des forces compressives. Donc, je répète, la faille inverse, c'est une déformation tectonique cassante caractérisée par un mouvement relatif de raccourcissement, c'est-à-dire que les deux compartiments se rapprochent, de raccourcissement des deux blocs ou bien des deux compartiments séparés par la faille, suite à quoi? Suite à des forces de compression. C'est-à-dire, pour avoir des failles inverses, on doit agir par des forces de compression. L'inverse pour une faille normale, c'est une déformation tectonique cassante, caractérisée par un mouvement relatif des deux compartiments séparés par la faille, mais c'est ce mouvement relatif d'éloignement des deux compartiments suite à des forces tectoniques de distension. Donc les mouvements distensifs ou bien les contraintes distensives donnent les failles normales. Les forces tectoniques de compression donnent les failles inverses. Maintenant, on passe à une faille dont le mouvement est horizontal, en coulisse. On appelle ça un décrochement. Donc, qu'est-ce qu'un décrochement? La même chose, c'est une faille, c'est une déformation tectonique cassante avec un mouvement relatif horizontal des deux compartiments faillis. Donc, si on a deux blocs et qui ont subi une faille, si on a ce résultat, ce compartiment qui est la bosse s'est déplacé vers l'avant et l'autre vers l'arrière,
on dit que c'est un décrochement dextre. Pourquoi dextre? Si on se place sur la brosse, et on regarde le compartiment d'en face, il s'est déplacé vers la droite de l'individu qui est sur la brosse. Donc, si quelqu'un se met sur la brosse et regarde le compartiment d'en face, il le voit s'est déplacé vers sa droite. Dans l'inverse, si on se place sur le compartiment des stylos, si quelqu'un se place sur le compartiment des stylos et regarde le compartiment brosse, il voit se déplacer vers sa droite, la même chose. Donc, n'importe quel endroit où vous êtes, le compartiment d'en face s'est déplacé vers la droite. On dit que c'est un décrochement qui est dextre. L'inverse, si la brosse revient vers l'arrière, on dit que c'est un décrochement sénestre. C'est-à-dire quelqu'un qui va se mettre debout sur les stylos, il va regarder la brosse qui s'est déplacée vers sa gauche. La même chose si il se place sur la brosse, il regarde les stylos qui se sont déplacés vers sa gauche. Donc c'est un décrochement sénestre. Il m'est difficile de représenter un décrochement sur le tableau. Ensuite, on passe aux déformations classantes qui sont les failles complexes. Donc les failles complexes, supposons qu'on a cette couche avec 4 failles. Si ces failles sont toutes normales, on aura, donc la couche, on aura le résultat suivant. La première faille, elle est normale. Donc les deux compartiments vont s'éloigner. C'est une faille normale. Le compartiment soulevé, le compartiment affaissé. La même chose pour la deuxième faille, elle est normale. Le compartiment soulevé, le compartiment affaissé. La troisième faille, elle est normale. Donc le compartiment affaissé, le compartiment soulevé. Et la quatrième faille, elle est aussi normale. On aura donc cette allure. Cette structure géologique est appelée un graben. Donc, pour les failles complexes, quand elles sont normales, ils nous donnent une structure géologique appelée graben. L'inverse, si ces failles sont inverses, toutes les failles sont inverses, on a une autre structure, donc une faille inverse. La première, la deuxième, une faille inverse. De l'autre côté, la première faille, elle est inverse. Et la dernière, elle est aussi inverse. Donc, cette structure qui est soulevée, on l'appelle Horst. Horst. Donc, les failles normales donnent les grabens et les failles inverses donnent les Horst. Ensuite, on va passer aux déformations intermédiaires. Donc, petit point. Déformation intermédiaire. Donc les déformations intermédiaires, supposons qu'on a des forces de compression qui vont donner des plis, sauf que l'un des flancs subit une pression plus forte que l'autre. Donc ce flanc du pli, c'est un flanc, deuxième flanc, ce flanc subit une force plus importante que celui-là. Donc que fait le flanc qui est en position en face en sens opposé de la force la plus élevée? Il va s'étirer. Étirement. Je vais mettre étirement. Étirement de quoi? Étirement du flanc
qui a le sens opposé de la force la plus importante. On obtient une flexure. Si cette force continue, ce flanc, après avoir étiré, après s'être étiré, il va s'amincir, il devient plus fin. Donc on aura quelque chose comme ça. Donc, amincissement. Je vais mettre amincissement. Amincissement de quoi? Du flanc opposé au sens de la force la plus grande. Ensuite, ce flanc qui s'est aminci, il va se rompre. Il va se casser. Donc, notre couche qui est hachurée. Donc, il va se rompre. Et on obtient ce qu'on appelle un pli-faille. Pli-faille. Ce n'est pas un pli faillé, mais un pli-faille. On passe du pli à la faille. Ensuite, si ces contraintes se poursuivent, ce compartiment va recouvrir l'autre. Et on obtient quelque chose comme ça. Donc le compartiment va recouvrir l'autre. On appelle ça un chevauchement. Si les forces se poursuivent, ce compartiment va se déplacer et va recouvrir un terrain plus éloigné. Il va se déplacer des dizaines de kilomètres. On appelle ça un charriage. Un charriage. Et cette partie est appelée nappe de charriage. Donc la nappe de charriage, puisque c'est elle qui s'est déplacée, on l'appelle alloctone. Alloctone. Et la partie en dessous est appelée autochtone. Autochtone. Ainsi, on a fini avec les déformations tectoniques liées à la formation des chaînes de montagne. La prochaine fois, on va aborder la formation des chaînes de montagne, c'est-à-dire l'étude de quelques types qui sont les chaînes de subduction, les chaînes d'obduction et les chaînes de collision. Ainsi, à la prochaine, Inch'Allah.